Bonjour, ça vous fait? Comment vas-tu? Ça va et toi? Bien, je suis là, tranquille. Evie, alors, je souhaite te rencontrer parce que je sais que tu as été en libéral et que tu en es parti. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené au métier d'infirmière? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire ce métier-là déjà? Ben, en fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire à la sortie du lycée, sauf que bon, les parents n'étaient pas trop d'accord avec ça. Donc j'ai fait autre chose entre-temps. Je me suis dirigée vers le tourisme. D'accord. Et puis, n'y trouvant pas mon compte, j'ai passé concours en Martinique et en métropole. La Martinique a mis énormément de temps à me répondre, donc je suis partie sur la métropole. En même temps que j'avais trouvé du travail là-bas, j'ai passé les concours là-bas. D'accord. Et en très peu de temps, j'ai été acceptée, je suis rentrée à l'école. Bon, très bien. Et tu as travaillé là-bas aussi? Absolument, j'ai travaillé là-bas. Après avoir obtenu mon diplôme, je me suis inscrite dans une agence d'intérim. Il n'y en a pas ici, mais en métropole ça existe. Il y a des agences d'intérim pour les paramédicaux et les médicaux. J'ai commencé à travailler pour cette même agence d'intérim en tant qu'infirmière. Et j'ai bourlingué parce qu'ils proposaient des contrats sur toute l'Europe. Et à quel moment tu es revenu chez toi en Martinique? J'avais objectivé qu'après mon diplôme, je voulais faire 1 an pour glaner le plus d'expérience possible et qu'au bout d'1 an, je rentrerai chez moi. Tout ça rentrait dans le cadre de mon projet de départ où j'avais dit que je ne ferais pas plus de 5 ans de l'autre côté. C'est pas chez moi, je rentre chez moi. Ouais. Et quand tu es rentré, est-ce que tu as fait du libéral tout de suite? Non, j'ai pas fait de libéral tout de suite. Je me suis même dit, bon, au rythme où vont les choses, j'aurai peut-être même 1 mois où je pourrais blaze. Oui. Donc, j'ai envoyé mes CV un peu partout. Oui. Le premier endroit qui m'a répondu, c'est Trinité. Entre le moment où je suis arrivée et le moment où j'ai commencé à travailler, il s'est passé à peine 10 jours. D'accord. Je sais que moi, effectivement, quand je suis rentré, j'ai trouvé du travail assez facilement aussi. Très vite. Oui. Très vite. Du coup, je me suis dit que j'avais 1 mois de vacances. Eh ben non. J'ai commencé à travailler tout de suite. Je suis rentrée dans le bain tout de suite. Et donc là, ça a été les 3-8 à Trinité. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et c'est à quel moment que se fait la bascule vers le libéral avant? Au moment où il y a eu la création du CHUM. D'accord. Trinité a été précurseur en termes de combat syndical pour freiner, si ce n'est stopper l'arrivée du CHUM. Et j'ai commencé à réfléchir à tout ça parce que je regardais toutes les conséquences que ça avait sur la prise en charge infirmière au sein de l'hôpital. Et à partir du moment où tous les hôpitaux ont été totalement absorbés comptablement et logistiquement par le CHUM, la prise en charge au niveau infirmière est devenue extrêmement compliquée. C'est devenu très très compliqué au quotidien à gérer. C'est-à-dire que des fois, je me retrouvais à travailler avec mes vêtements civils, j'avais une blouse de médecin. Non, j'avais pas signé pour ça, quoi. D'accord. Donc ça a commencé à me trotter dans la tête et je me suis dit, et parallèlement à ça, j'avais des appels du pied du libéral. C'était pas le truc qui m'intéressait. Quand j'ai passé mon diplôme, c'était pas pour partir en libéral 2 ans après. C'était pas mon projet professionnel en tout cas. Oui, c'est qu'en fait, à l'hôpital, tu ne t'y retrouvais plus et tu as eu une opportunité, on va dire, qui s'est présentée de manière tout à fait, voilà. Et ben j'ai dit bon ben allez hop, c'est parti, je m'en vais. Et tu as fait du libéral donc à partir de quelle année on va dire? 2013. 2013. Tu as fait du libéral combien de temps à peu près? Je vais te dire en tout et pour tout 7 ans. 7 ans de libéral. Oui. C'est pas rien. Non. Comment ça se passait au quotidien? Est-ce que tout de suite, dès le départ, tu t'es retrouvé dans le libéral? Est-ce que tu as pu prendre tes marques facilement? Alors, le début est euphorique, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Et bien évidemment, les personnes ou la personne avec laquelle tu vas travailler te vante les louanges du libéral. La personne ne te dira pas ben, tu risques de ne pas t'y retrouver, ou tu connaîtras les ATD, ou tu connaîtras les UC, ben, bon, pas des jamais qu'on ait dit la vie, donc les joies du libéral, les affres du libéral, tu les apprends sur le tas, quoi. Sur le tas, c'est ça.
sans vouloir jeter l'opprobre sur qui que ce soit, mais bon, on va pas, si tu m'as invité, c'est pas pour que je fasse de langue de bois, mais l'expérience du libéral tient énormément aux personnes avec lesquelles on s'associe. C'est vrai. Quand on s'y associe. Oui. Parce que, il faut dire aussi ce qui est, bon nombre de collègues ne sont pas honnêtes. Ah, oui, oui. Bon nombre de collègues ne sont pas honnêtes. Ils vont te faire miroiter certaines choses. Ils vont se montrer très obséquieux, très enveloppants, prêts à te rendre service. Mais en fait, non. Oui, oui. Non. Et à partir du moment où effectivement tu commences à poser des questions, tu deviens dérangeant. À partir du moment où quelque chose ne fait pas sens et que tu veux comprendre pourquoi ça ne fait pas sens, tu deviens dérangeant. Et là, ben, les cartes se brouillent. Ouais, les cartes se brouillent, la gentillesse et la bienveillance apparente se dissipent, et là refont surface les magouilles. Voilà. Donc, ma première expérience, je ne dirais pas qu'elle a été négative, j'en ai appris quelque chose. Oui. Je n'ai rien trouvé de négatif. Pour ma part, analyse postérieure, j'ai appris des choses. Je ne vais pas dire que j'ai vécu tout bien, mais j'ai appris des choses. D'accord. Et puis ma deuxième expérience, Elisabeth, a été nickel. Je suis tombée sur une personne bienveillante, une personne pédagogue. On a très très bien travaillé ensemble, en tout cas de mon point de vue. Oui. Ça a été génial. Et c'est quelqu'un que je vois toujours, de qui je prends toujours des nouvelles. D'accord. Alors, quand on s'est reconnecté, c'était déjà en libéral. Oui. Et c'était une période qui était un peu déjà compliquée, on va dire. Il y a eu, on était en 2015, je pense. À peu près, oui. Ou 2016, je ne sais pas, où il y a eu des grèves et tout ça. Oui. Il me semble qu'à ce moment-là, tu étais déjà aussi quand même assez fortement impliqué. Oui. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce qui t'avait amené à t'impliquer dans... Ben, le simple fait que je ne m'y retrouvais pas, c'est-à-dire que je suis partie de l'hôpital parce que je ne m'y retrouvais pas. Je ne trouvais pas dans ma pratique ce qui m'avait poussé au départ à embrasser ce métier. Oui. Notamment au niveau des prises en charge, je n'avais plus le temps, j'étais obligée de courir. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas suffisamment nombreux. En fait, toutes ces petites choses-là mises bout à bout avait fait que bon, psychologiquement, les fils s'étaient touchés. Quoi. J'ai dit non, ça m'intéresse pas. Mais en libéral, c'est devenu pareil. C'est-à-dire que ce qu'on retrouvait à l'hôpital, c'est transposé au libéral. On se retrouve à devoir courir et ne plus avoir le temps pour les patients. C'est ça, c'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'embête. Ça m'interpelle et ça m'embête. On est d'accord. Voilà, parce que on se retrouve à devoir courir, et là je ne peux pas jeter l'opprobre sur des collègues qui disent ben il faut que je fasse du chiffre. Oui, c'est normal, puisque une entreprise, quelque part. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, et surtout au niveau des familles qui se mettent à faire des reproches parce qu'ils ne connaissent pas les fondements du libéral. On est obligé de faire du chiffre parce que ben, l'État derrière lui il demande du rendement. C'est ça. Sauf que toi il te faut manger, il te faut nourrir ta famille, il te faut t'habiller, et sur ce que tu gagnes pour un patient, ben s'il te faut avoir juste un patient ou une dizaine de patients, mais il faut que ces patients là aient des soins qui te rapportent des fortunes. C'est le libéral quand déjà? Fin 2017. Fin 2017. Tu n'as pas connu vraiment le bilan de soins infirmiers? J'ai pas eu le temps de connaître le BSI parce qu'il allait être mis en place. Oui. On avait freiné des 4 fers justement par rapport au combat syndical pour que ça ne soit pas mis en place, ou en tout cas que ça soit mis en place avec de manière beaucoup plus efficace. Et pas forcément pour léser les collègues. Et depuis, alors, ils ont mis en place ce fameux BSI. Sur certaines choses, on a eu une amélioration, et forcément... Sur d'autres, on a été lésés. Sur d'autres, on a perdu, et notamment sur les patients lourds, où là, on perd des sous. C'est antinomique. Un patient lourd, logiquement, devrait te rapporter plus de sous. Parce que les soins sont plus complexes. Tout à fait. Parce que les soins sont plus longs. Donc, très logiquement et mécaniquement, voire mathématiquement,
ben, c'est un patient qui devrait rapporter un peu plus. Ouais, qui devrait rapporter même beaucoup plus. Ouais. Ben non, donc là, aujourd'hui, on est encore dans cette lutte-là. Enfin, on est en train de parler de syndicats. Oui. Est-ce que toi, tu étais syndiqué? Alors, je n'étais pas affilié à un syndicat. Néanmoins, cela ne m'empêchait pas d'aller aux réunions syndicales parce qu'il était important pour moi de comprendre ce qui se jouait, pas simplement de travailler et d'avoir la tête dans le guidon, de comprendre ce qui se jouait en amont. Et pourquoi je me retrouvais à devoir faire certaines choses que j'avais pas forcément envie de faire, mais que j'étais obligée de faire parce que ben, y avait des décisions qui étaient prises à la tête et qui avaient une incidence sur ma pratique au quotidien. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas eu envie de te syndiquer, toi? Alors, je pense que c'est une question de confiance. D'accord. Très honnêtement, je ne peux pas m'investir, je ne peux parler que de moi, c'est pas pour les autres, je ne peux pas m'investir auprès de gens qui ne m'inspirent pas confiance. D'accord. Être à la tête d'un syndicat, c'est savoir jouer aux échecs. Mais il faut aussi, et surtout, je dirais, être transparent vis-à-vis de ses collègues. D'accord. Donc, je ne peux pas venir en tant que tête syndicale dire à mes collègues, bon, voilà, le combat syndical doit être mené, rentrez dans le groupe, payez vos cotisations, et puis je vais m'asseoir à la table de je ne sais trop qui, dire non, mais c'est bon, je leur ai déjà parlé, c'est bon, le truc est réglé, ils sont sous mon bras. On a un manque de clarté, un manque de transparence qui fait que... Donc, parce qu'on peut très bien avoir une réunion syndicale aujourd'hui, les secrétaires nous disent voilà, c'est ci, ça. Et puis 2 mois après, il y a un problème quel qu'il soit. Et puis les personnes qui ont négocié soi-disant avec les institutions viennent nous dire bon, mais les syndicats nous ont dit que non, vous avez accepté telle chose. Alors ça peut être à double tranchant, ça peut être tout à fait faux et c'est une manipulation. Oui. Comme ça peut être tout à fait vrai et ils sont de connivence. En fait, à partir du moment où les choses ne sont pas claires, ça laisse place au doute, ça laisse un blanc et la nature ayant horreur du vide. Il est comblé. Exactement. Et l'État, la caisse et compagnie ne vont pas se gêner justement pour... Mais absolument. Néanmoins, les gens du syndicat parfois qui peuvent dire des choses, mais ça, encore une fois, je ne pointe du doigt à personne, je parle de manière générale. De manière globale. Les gens par exemple, les secrétaires syndicaux, je sais pas trop quoi, qui peuvent dire, je sais pas moi, bon, alors les collègues, on ne veut pas du BSI, il faut absolument qu'on fasse ce qu'il faut pour nanana, par exemple à l'époque. Et puis, les institutions qui viennent, qui disent non, mais on a discuté avec vos syndicats, ils sont tout à fait d'accord pour le BSI. Alors, il faut savoir que le fameux bilan de soins infirmiers, là, dont on est en train de parler, il a été validé, acté par 2 des 3 syndicats. Par la majorité. Voilà. Or, la majorité des libéraux n'en voulaient pas, me semble-t-il, à l'époque. En tout cas, dans mon souvenir, au moment où moi j'y étais. Voilà. Donc ensuite, quand tu vois donc les institutions te disent, mais vos syndicats ont dit oui. Les syndicats te disent, nous on a dit non. Tu vois ce que je veux dire? Ce manque de transparence et ce type de comportement laisse place au doute. Ça laisse un trop grand vide dans lequel on peut tout mettre. Et notamment l'effondrement de la confiance. Oui. Et c'est là où le bas blesse. Donc je pense que c'est là où il faudrait éventuellement travailler. Combler ce vide par un peu d'honnêteté et de transparence pour que justement il y ait plus de monde qui ait envie de venir se battre. Parce que ce que les syndicats font remonter régulièrement, c'est que devant les institutions, ils ne sont pas suffisamment représentatifs. C'est ce qu'on leur rétorque. Oui. Ils ne sont pas représentatifs. La profession... Il y a moins d'infirmiers syndiqués que de non syndiqués. Donc, à quel moment on peut être représentatif? Surtout que, voilà, alors ça c'est le pire, c'est que entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils se tirent dans les pattes, mais à longueur de journée. Ça aussi, donc, ça n'inspire pas confiance.
Donc, si effectivement les syndicats ne se retrouvent pas dans les revendications qu'ils ont apportées, alors que derrière la masse n'a qu'une seule et même revendication, on peut se poser légitimement la question de savoir, en fait, vous vous battez pourquoi, les gars, en vrai? Oui, c'est clair. C'est clair, on peut se poser la question. On peut légitimement se poser la question. Tout à fait. À partir du moment où tu as ça, ben, perso, j'achète pas de chat dans un sac. Pour moi, c'est pas clair. C'est trop que j'y vais pas. Donc, tu as ta réponse. Voilà. Alors, tu as pratiqué, tu as eu le temps de voir un peu comment ça se passait. Et qu'est-ce qui fait que tu as commencé à te poser des questions, à savoir si tu laissais le libéral? Qu'est-ce qui t'a gêné? C'était quoi les choses, alors, les points négatifs pour toi? Au début, je connaissais pas le libéral, donc je n'avais aucune opinion, ni négative ni positive. À partir du moment où j'y suis entrée, j'y ai mis les pieds, donc j'ai touché du doigt les problématiques du libéral, mais j'avais un moyen de comparaison avec ce que je venais de quitter, à savoir l'hôpital. Ouais. J'avais un moyen de comparaison. Je voyais ma dégradation physique, je voyais ma dégradation morale, et je me suis dit, bon, à un moment, il faut faire un tableau de résultats. D'accord. Et donc, j'ai fait mon tableau de résultats pour, contre hôpital, pour, contre libéral. Et la note finale a été sans équivoque. Sans équivoque. Donc, en ayant fait preuve de résilience, j'ai mis 2 ans à sortir du libéral parce qu'on peut pas on y rentre très facilement. Hein. Et c'est très compliqué. Il est très compliqué d'en sortir. À l'époque, il n'y avait pas encore le prélèvement à la source, donc il fallait... Exactement. Exactement. URSSAF, Carpinco, impôts, tout ça, il fallait prévoir. Tout. Il fallait anticiper, il fallait tout prévoir. Donc, en fait, ce que tu voyais affiché sur ton compte n'était qu'une chimère. Ce n'était qu'une chimère parce qu'il fallait aussi anticiper sur les éventuels ATD que tu aurais pu avoir sur les 3 années qui sont passées. Oui. Et où ils remontent et ils te disent « Ah, il y a une petite erreur, donc en moins 2550, vous avez oublié de donner cette ordonnance. Ah non, je l'ai fournie, on ne la retrouve pas, donc vous aurez un ATD. » On est dû, c'est ça. On est dû, voilà. C'était très compliqué. La prise de poids est énorme. En tout cas, pour moi, je vois des collègues qui s'y retrouvent, c'est génial, mais moi, je n'ai pas su gérer ça, en tout cas. Avant d'être en libéral, je me gérais très bien. Je faisais du sport, j'allais courir, je gérais mon alimentation. En libéral, c'était devenu impossible. C'est usant, c'est-à-dire qu'après une journée, c'est compliqué de se dire, bon, on va faire du sport. Non seulement le sport, et pourtant, tu me connais, c'est quelque chose que j'adorais. J'en faisais près de 18 heures par semaine. C'est un truc pour lequel, mais alors, je vivais pour le sport. Je respirais sport. Mais même pour l'alimentation, c'était devenu très compliqué parce que l'heure à laquelle normalement tu dois avoir faim, tu ressens la faim, mais tu ne peux pas. Tu es obligé de l'occulter parce que tu es en plein soin. Tu es en plein soin. Et parfois, les effluves font que ça te coupe. Point, c'est fini. Tu n'as plus faim. Et quand tu rentres à la maison, si tu as une pause à midi, tant mieux, grand bien te fasse. Mais si tu n'as pas de pause et que tu rentres le soir, tu mets dans la balance. Bon, alors, je suis fatiguée, j'ai faim. Je suis plus fatiguée que je... Bon, regardez, manger et puis je vais dormir. Ouais. Donc, du coup, tu grossis de ne rien manger parce que les seules fois où tu manges, ton corps se met à stocker. Donc, du coup, j'ai pris une 30aine de kilos et puis je n'ai pas encore réussi à perdre. mais non, les dérèglements alimentaires avec le libéral, voilà. Ouais, c'est pas ça. C'est pas simple du tout, je trouve. Alors, moi, j'admire les collègues qui arrivent à garder the shape. Force les filles et les gars aussi d'ailleurs parce que les douleurs physiques aussi dues aux manipulations, pas forcément parce qu'on le fait mal, mais parce que parfois on a des oppositions en face. Les patients sont durs, ils ont peur donc ils se raidissent. Enfin bon, voilà. Les patients qui habitent dans des espèces de trucs comme ça ou alors dans des trucs comme ça, donc il faut laisser la voiture là, il faut descendre machin. Les
les chevilles qui sont tordues, les genoux qui sont luxés, les épaules qui ont des tendinites, les coudes, j'en passais des meilleurs. Ouais. Donc c'est pas toujours simple, ça c'est clair et net. Mais... Non, c'est pas simple du tout. Donc les gens qui se plaignent là que les libéraux ont de grosses voitures, vous savez pas ce que ça fait à notre corps. Donc on a besoin de bonnes voitures parce que nos lombaires prennent. Ça c'est clair. Voilà. Ça c'est clair. On a besoin de bonnes voitures. Et surtout, partant de pluie, on est les seuls à bosser. Donc quand on est dans un fond là et puis qu'il faut remonter, eh ben, il faut avoir une bonne voiture pour pouvoir sortir du fond. Ça c'est clair, oui. Aussi. Ou bien pour traverser certains gués. Il faut avoir une voiture qui tienne la route. Mais et puis, ne serait-ce que le fait qu'on soit toute la journée en fait dans un véhicule. Donc un véhicule qui n'est pas confortable, au bout d'une journée, l'auto en pâtit. J'ai presque envie de te dire que c'est le seul petit sucre qu'un libéral peut s'octroyer. Ouais. C'est le seul petit sucre. Parce qu'avant de choisir une voiture, je sais pas pour les autres, mais je parle de moi, c'est des mois quand même d'analyse, de machin, le meilleur rapport qualité-prix, le truc le plus confortable, le plus économique en termes de consommation. En même temps, l'État t'impose que ça soit pas un véhicule qui projette plus de 97 grammes de CO2 par kilomètre. Les contraintes sont tellement énormes que tu te retrouves dans un tout petit truc comme ça pour évoluer. Tu n'as pas beaucoup de marge, mine de rien. En fait, je pense que les gens ne réalisent pas ça. Moi, à partir du moment où j'ai eu un véhicule surélevé, ben oui. En fait, j'ai tout de suite vu la différence. Oui. Quand j'ai commencé, je travaillais avec une petite Polo. C'est ça. Et le nombre de fois pour s'extirper de la voiture, le petit effort qu'on fait, qui n'est rien en réalité, juste une fois. Mais qui ne semble pas être rien. Que l'on fait. Au moins une soixantaine de fois dans une journée, la répétition sur les articulations, voilà, c'est quelque chose. Alors que quand on est dans un véhicule surélevé, en fait, on se laisse un peu glisser dans la voiture. Ça n'a l'air de rien. Mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Mais les gens s'en rendent pas vraiment compte, en fait. Tout à fait. Et on est toujours très prompt à la critique, mais le mal d'autrui n'est qu'un songe. Tant qu'on ne sait pas par quoi l'autre passe et qu'on n'y est pas passé soi-même, on est toujours en train de critiquer, blablabla, blablabla. Donc, faut arrêter ça quand même. On est d'accord. Faut arrêter ça quand même. Et surtout les familles de patients. Je prends mes responsabilités. Bon, les familles de patients, alors, heureusement, c'est ce que j'allais dire. Certains. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Heureusement pour celles qui ont été sympas avec moi, je vous aime. Toujours, jusqu'à maintenant, je vous aime. Eh oui, c'est vrai que quand on rentre dans les familles, on se retrouve souvent à faire partie de la famille quasiment. Absolument. Que l'on le veuille ou pas. Absolument. On est là tous les jours. Mais tout le temps, et puis dans toutes les phases de leur vie. On voit les naissances, on voit les décès, on voit les baptêmes, on voit les mariages, on voit tout. Tout. Donc, en fait, on fait partie intégrante de la vie de la population, mine de rien. Et jusque dans son intimité, pour le coup. Tout à fait. Jusque dans son intimité. Donc, ça aussi, c'est une charge mentale et émotionnelle dont il faut tenir compte. Oui. Et dont on ne tient pas compte. C'est important aussi, effectivement. On n'en tient pas compte. C'est vrai. Oui. On est sollicité pour un peu tout et rien. Voilà. Très. Quand on arrive dans une famille pour un soin, on est appelé pour un patient, effectivement, on va s'intéresser au patient. Mais bien souvent, c'est la famille qui porte. Il y a la famille qui est là aussi. Parce que quand vous venez faire le soin pour le patient déterminé, celui pour lequel il y a une prescription médicale, on peut être interpellé par la fille, par la belle-fille, par le beau-fils, par le petit-fils, par la cousine, par la nièce. Eh bien, tu sais, j'ai un problème, tel machin, je peux te parler? On prend ce temps-là. On va pas dire à la personne, bah, écoute, débrouille-toi. Non. C'est ça. Et ça peut être pour un problème de la personne, mais ça peut être aussi un problème strictement personnel de la personne qui n'a rien à voir avec le patient ou la patiente que l'on prend en charge. Et aussi, ça peut être aussi l'aidant qui en a jusque-là et qui n'en peut plus et qui a besoin de vider son sac un peu. Bien sûr, et c'est légitime. Et on peut pas dire à cette personne, écoute, débrouille-toi, va chercher une psychologue dans le privé.
Parce que bien souvent, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur vie de côté pour s'occuper de cette personne-là exclusivement. Est-ce qu'on leur donne là le dédommagement de l'aidant familial? C'est parce qu'il peut t'aider à vivre. Hein. C'est vrai. Ça ne compense rien strictement au regard de la charge que cette personne peut représenter sur tous les domaines de ta vie. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut en tenir compte de tout ça aussi. Ouais. Émotionnellement, psychologiquement, psychiquement, c'est lourd. Moi, j'ai grand respect pour les aidants familiaux. Aujourd'hui, on est encore en lutte. Ouais. Alors, toi, tu es parti. Ouais. Donc, tu es reparti. En fait, maintenant, tu travailles... je suis retournée à l'hôpital. À l'hôpital. Je suis retournée à l'hôpital. Donc, tu es retournée à l'hôpital. Et ce choix-là n'a pas été... En fait, pour toi, tu m'as dit que ça a été un choix logique une fois que tu as fait ton... Absolument. Pour les contre et que... Voilà. Absolument. Bon. Et jusqu'à maintenant, tu ne regrettes pas ton choix? Non. Et tu ne refais plus du tout de libéral. Est-ce que tu imaginerais retourner en libéral un jour? Même pas en rêve. Même pas en rêve. D'accord. Bon, écoute, ok. Il n'y a pas moyen. Bon. Aujourd'hui, nous, on est encore en lutte. Oui, je vois. Toujours pour des choses, quasiment les mêmes choses, de la revalorisation. J'ai entendu hier que les pharmaciens étaient en grève. Oui, qu'ils avaient fermé même. Parce que ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas été revalorisés. Je n'ose même pas dire depuis quand nous, on n'a pas été revalorisés. Ça fait... Alors, je suis rentrée dans le libéral, ça faisait déjà 4 ou 5 ans qu'on ne l'était pas. Ah, écoute... donc, ça fait une vingtaine d'années maintenant, je pense. Pas 20 ans, mais ça fait... c'est pas loin. On doit être à bon 15 ans. 15 ans, mais voilà. Ces eaux-là. Voilà, c'est pas loin. Donc, et c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des avancées. On ne peut pas dire que tout est négatif. Il y a des soins qui n'étaient pas répertoriés, qu'on a rajoutés à la nomenclature. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas dans la nomenclature. Alors, c'est une bonne chose, mais malheureusement, ce n'est pas forcément les soins que l'on fait le plus souvent. Ils ne vont jamais faire quoi que ce soit pour nous avantager. Voilà. Ne serait-ce que par rapport au dédommagement kilométrique, j'ai envie de te dire. Alors, voilà, là encore, on a eu une avancée de 25 centimes. Super avancée. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est même pas un dixième d'une baguette de pain. Écoute, voilà, c'est ça. C'est ça. Dis-moi que tu me fais une avancée qui me permet de m'acheter une baguette par jour. Au moins, je peux manger. Oui. Mais là... Alors, en fait, ça représente, je crois, si les calculs sont bons, je crois que ça représente à peu près 10% d'augmentation sur la valeur de l'indemnité de déplacement. On est passé à quoi? De 2,51 à 2,75. C'est ça. Super. Voilà. Bravo. Super. Apparemment, ça a été quand même pas simple d'obtenir ça. Même pour les syndicats, ils disent que ça n'a pas été simple de l'obtenir, qu'il a fallu vraiment lutter. Déjà, la classification géographique de la Martinique, est-ce qu'on est classé en montagne? Parce que c'est ce qui devrait être le cas, en fait. Je veux dire, oui. Toute l'île, c'est pas simplement une partie de l'île et se dire, quand on est en agglomération sur Fort-de-France, c'est du plat. Et puis quand on est au Lamentin et qu'on traverse, qu'on commence à être à Mont-Pito, toutes les adresses sont à Mont-Pito, là c'est considéré comme montagne. Non, toute l'île est vallonnée, il faut arrêter. Oui, effectivement, c'était ça à l'époque déjà, la première mobilisation à laquelle j'ai participé, c'était ça, c'était justement par rapport aux indemnités kilométriques là, qui avaient été un peu sucrées. Ils voulaient les sucrer totalement. Ils voulaient carrément les annihiler. Exact. Et on a obtenu effectivement que ça ne soit pas le cas. Donc... Mais écoute, oui. Alors là maintenant, aujourd'hui, le combat, c'est sur la revalorisation de nos actes techniques. L'AMI, précisément, qui n'a pas été revalorisée depuis... Mathusalem. Voilà. Et on est loin d'avoir obtenu gain de cause. Bon, moi, j'ai envie de te poser une question. Que fait l'ordre? Parce que l'ordre aime bien demander aux gens de payer, mais ils sont où? Ils font quoi? On les entend pas? Alors, ça, on ne les voit pas? Écoute, ils sont où les gens de l'ordre dans tout ça? Alors, j'aurais bien aimé pouvoir avoir une petite... J'ai demandé déjà, alors j'ai pas encore de réponse, mais j'ai demandé à la présidente de l'ordre
soit qu'elle puisse me recevoir un instant, qu'on puisse faire une petite vidéo pour un peu faire le point sur ce qui se fait en ce moment. J'attends encore sa réponse. Alors, si c'est la même que je connais, elle travaille, hein? Oui. Elle travaille toujours, cette dame. Donc, elle aussi, je pense qu'elle doit avoir des impératifs. Oui. Et donc, c'est quelqu'un qui est extrêmement sollicité. J'imagine. Mais au-delà de ça, même ceux qui sont en haut là, voilà. Je verrai, je ne désespère pas. C'est possible qu'à un moment donné, qu'elle puisse me recevoir, que je puisse lui poser quelques questions pour savoir c'est quoi la position de l'ordre par rapport à ce qui est en train de se jouer en ce moment. C'est très important d'avoir l'opinion de l'ordre là-dessus parce que ça reste quand même des représentants de notre profession. Il n'y a pas que les syndicats. Tout à fait. Donc, ce sont des gens qui sont censés avoir pratiqué, donc ils sont censés connaître aussi les difficultés et les problématiques auxquelles nous on fait face, et qui sont censés porter ces problématiques en haut lieu, normalement. Il me semble qu'ils sont là pour ça, en tout cas. Oui. Donc, comme je te dis, moi je ne les entends pas, je ne les vois pas, je ne les lis pas non plus, je ne sais pas s'ils écrivent des choses pour nous tenir au courant. Moi, là, le seul moment où je les vois, c'est quand ils m'envoient des mails pour me dire de payer ma cotisation. Alors peut-être qu'ils ont effectivement à travailler. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien, mais c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on ne voit pas. La communication, encore une fois, on en revient exactement à la même chose. Communication et transparence. C'est ça. Et c'est toujours les mêmes reproches. À partir du moment où ça a été mis en place aussi, l'ordre, c'était pareil. Communication et transparence. Donc, à part demander de l'argent aux gens, de leur dire de payer leur cotisation, vous faites quoi? Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas, on ne vous lit pas. Communiquez, soyez transparent sur ce que vous faites. On est d'accord. Donc, chère Madame de l'Ordre, coucou, on se revoit bientôt, j'espère. Si c'est la même, je l'embrasse. La dernière chose qui a été mise en place, le dernier acte qui est mis en place en ce moment dont on parle, la grande nouveauté pour les infirmiers libéraux, c'est la possibilité de faire de signer des certificats de décès à la place des médecins quand le médecin ne peut pas. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. J'ai entendu parler de ça. Je dis les infirmiers libéraux, c'est pour les infirmiers en fait, c'est pas que les infirmiers. Non, j'ai entendu parler de ça. D'accord. Et tu en penses quoi, toi? Est-ce que pour toi c'est une avancée? Alors, rien ne peut être considéré comme étant négatif dans l'absolu. Oui. Ça peut être une avancée. On est capable de constater des décès. Oui. On a été formé à ça, me semble-t-il. Oui. Maintenant, adosser ma signature à un acte aussi important, je ne sais pas, juridiquement, ça m'engage à quoi? Est-ce que juridiquement, à quel niveau se situe ma responsabilité juridique? Est-ce que je suis payé pour avoir une telle responsabilité juridique? Alors, c'est pas encore complètement au point. Il faudra une formation, obligatoirement. Il y a une formation qu'il faut avoir de cet ordre-là. Alors, ok, que cette obligation soit sanctionnée par une formation, je n'y vois pas particulièrement d'inconvénient. C'est même normal. Enfin, voilà, c'est ça. Je n'y vois pas d'inconvénient. De toute façon, dans la profession, on sait très bien que quand on l'intègre, on est censé être en formation continue. C'est-à-dire que jusqu'à notre retraite, on doit pouvoir se former parce que les choses évoluent. On découvre des choses, on en laisse d'autres, on en met d'autres en place. Donc, c'est une profession qui bouge énormément dans tout ce qui est process, tout ce qui est procédure. Donc, c'est normal qu'on soit formé. Donc, pour moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Maintenant, comme je dis, c'est dans quel cadre juridique on évolue. Parce que c'est tellement facile maintenant de porter plainte ou de dire c'est la faute de... que moi, je pense que les choses doivent être encadrées. C'est comme les IPA, la pratique infirmière avancée. C'est déjà pour nous le cas. On peut déjà faire des prescriptions, ne serait-ce que par rapport au pansement ou du Doliprane, des choses simples. C'est un peu plus avancé encore pour les sages-femmes et c'est bien normal, eu égard à leurs prérogatives. Maintenant, s'il faut adosser une autre responsabilité qui, sans le cadre juridique, devient un glissement de tâches, ça ne le fait pas. Oui, donc, il faut que le cadre juridique soit ficelé avant de pouvoir donner cette responsabilité
au professionnel. Là, à l'heure où on parle, là, personnellement, je ne suis pas encore au fait des choses. Je n'ai pas fait la formation. J'ai pas tous les détails, donc ça sera compliqué d'en parler. Comme je te dis, on n'achète pas le chat dans un sac. Avant de mettre les pieds dans quelque chose, il faut en connaître tous les tenants et aboutissants. Comme ça, on y va en pleine conscience. D'accord. On n'y va pas en freelance, la fleur au fusil, non. On est d'accord. Voilà. Bien. Eh bien, écoute, très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. On a passé un petit moment tranquille. Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir, ça fait un moment. Ça fait un moment, en effet. Donc, si tu te sens bien dans ton nouveau job, c'est parfait. Je suis épanouie. Je te vois bien. Oui, je le suis. Et écoute, ça va. Ça a été avec plaisir. Partagé.